la Mauritanie a adopté une constitution qui a accordé à l'arabe le statut de langue nationale. Et puis à côté, le français avait la seule langue qui a le statut de langue officielle, c'était le français. Donc la première réforme intervient juste à la veille des indépendances 1959. On l'appelle la réforme de réajustement. Donc il fallait équilibrer, du moment que l'arabe n'avait pas le statut de langue, n'avait aucun statut dans la constitution, et passé de langue à langue nationale. Donc il fallait réajuster les programmes éducatifs pour que le français et l'arabe aient un quota égal par rapport aux horaires dispensés. Donc, c'est à partir de ce moment qu'on a commencé un petit peu à parler des réformes du système éducatif. Mais je pense que le débat qui a été nourri ici reflète un petit peu le système éducatif mauritanien. Quand on voit le système éducatif mauritanien, on ne peut même pas parler de réforme du système éducatif, on peut parler des actes de politique linguistique. Donc, c'est plus des politiques linguistiques d'une époque, d'une période que le gouvernement décide de mettre en place pour dire, bon voilà, moi en fonction des intérêts du moment, je mets en place une telle politique linguistique. Du coup, en 52 ans, la Mauritanie a connu 5 réformes, soit une réforme tous les 10 ans. Donc c'est quand même un record, quoi. Tous les 10 ans, une réforme, alors qu'une génération n'a même pas encore fini d'atteindre le niveau secondaire. On entame une nouvelle réforme et puis on se dit que c'est un échec. Donc, après, l'arabe était enseigné à 6 heures par semaine, sur un total de 30 heures. Donc, il est passé à 10 heures par semaine. Et puis, au niveau des cours préparatoires, et puis au niveau des cours moyens. Mais le français avait 23 heures et 25 heures pour cours moyen et puis pour le cours secondaire. Quoi. Donc il y avait quand même, on parlait de réajustement, mais il n'y avait pas quand même un petit peu ce réajustement. Du coup, le français occupait quand même une grosse plage horaire dans le programme éducatif mauritanien. Mais on a parlé un petit peu de cette réforme comme voulant rapprocher un petit peu le système éducatif mauritanien de sa sphère socio-culturelle. Sauf que les gens n'étaient pas d'accord sur le fait c'était quoi déjà la sphère socio-culturelle de la Mauritanie pour vouloir rapprocher le système éducatif mauritanien de sa sphère socio-culturelle. Donc du coup, à partir de 1966, un décret a été adopté qui rend obligatoire l'enseignement de l'arabe au niveau secondaire, qui a quand même créé un certain nombre de bouquins au pays en 1966, d'où il y a eu plusieurs manifestations. Mais c'est cette réforme ce décret qui a conduit à la réforme de 1967, la deuxième réforme qui instaure le bilinguisme. C'était un petit peu à l'initiative lors d'un congrès du Parti du peuple mauritanien. Bon, c'était c'est pas Ahmed Ouldada, c'est Mokhtar Ouldada qui était président de l'époque. C'était d'ailleurs le parti unique de l'époque. Bon, après, il a dit, vu la configuration du pays, il faut instaurer le bilinguisme. Donc, pour favoriser un petit peu le dialogue interculturel, donc il fallait, pour les tenants de la francisation, bon, toute la population noire était plus favorable à l'enseignement du français, tandis que la communauté arabe était plus ou moins favorable à l'enseignement de l'arabe. Donc, il fallait trouver un équilibre entre les revendications de ces deux grandes composantes du pays. Et puis, c'est ce qui s'est passé à travers la réforme de 1967. Donc, on met en place le bilinguisme arabe-français. Donc, où il dit que Ouldada parlait d'un instrument de cohésion sociale en mettant en place ce bilinguisme. Il dit que pour vraiment construire l'unité de la nation, il fallait instaurer le bilinguisme pour satisfaire tout le monde. Parce que d'un côté, les Noirs disaient que non, quand il y a que l'unilinguisme arabe, ça risque de phagocyter nos langues et nos cultures. Bon, pour porte de sortie, on étudie le français. Donc, pour tempérer tout le monde, on a mis en place le bilinguisme arabe-français qui consacrait quand même un certain nombre, un certain équilibre. Mais il y avait quand même la première classe de l'enseignement fondamental était exclusivement en arabe. Donc, on l'appelle une année d'initiation, qui fait que, bon, voilà, on était tous obligés issus de toutes les communautés d'étudier exclusivement en arabe la première année de l'enseignement fondamental. Donc c'était on avait des classes, bon, un cycle de 6 ans. Donc avec cette réforme, on passe de 6 à 7 ans au niveau de l'école fondamentale pour élargir un petit peu à ça. Mais parallèlement à ça, on remarquait quand même qu'il y avait
un certain nombre de politiques et programmes qui favorisaient l'instauration progressive de l'arabe au niveau de l'administration publique mauritanienne par l'usage de la langue arabe et par l'écrit. Bon, je ne vais pas vous citer les discours de Dada qui mettaient l'accent sur la nécessité de parler l'arabe au sein de l'administration et puis d'utiliser la langue arabe, quoi. Donc, du coup, la sphère politique et la sphère éducative étaient intimement liées en fonction, comme je l'ai dit tantôt, des actes de politique linguistique qui ont été mis en place. Donc, mais sauf qu'à un certain moment, on s'est rendu compte aussi que cette réforme n'avait pas abouti. Parce que on a parlé de bilinguisme, mais sauf que les gens ne maîtrisaient pas les deux langues. D'où le fameux terme en Mauritanie, les analphabètes bilingues. Donc on ne parle ni arabe, on ne parle ni français. Donc on ne sait pas ce qu'on est, quoi. Donc du coup, on s'est dit, à partir de 1973, c'est le retour à l'unilinguisme arabe. On dit, non, maintenant il n'y a plus de bilinguisme, il n'y a plus de respect des autres diversités. C'est uniquement la langue arabe qui sera enseignée dans le programme éducatif mauritanien. Donc, à partir de... C'était un petit peu aussi le contexte politique de l'époque, parce que dans les années 70, c'était la montée du nationalisme arabe et tout et tout. Donc, il y a eu quand même ces tenants dans la sphère mauritanienne. Du coup, ça a porté ses fruits. Où je cite un petit peu la phrase de quelqu'un qui s'appelle Georges Turpin, disait que la conception des Mauritaniens, c'était arabe est égal authenticité culturelle, français, aliénation culturelle. Donc on était dans cette logique conflictuelle. Quand on étudie le français, c'est plus une aliénation culturelle, mais quand on étudie l'arabe, on respecte plus notre authenticité culturelle. On retourne encore à 6 ans. Donc le cycle fondamental était passé de 6 à 7 ans, mais là encore on est revenu de 7 à 6 ans. Bon, pour des raisons que l'on n'a pas expliquées dans le texte de loi qui prévoit cette réforme. Donc après, le français n'intervenait qu'à partir de là, il y avait 2 années exclusivement en fait en arabe. Donc du coup, mais à partir de la 3e année, on a voulu mettre en place l'enseignement de langues étrangères comme le français, mais sauf qu'à côté, il y avait un cycle exclusivement en arabe, donc qui était destiné à devenir la seule structure unique pour le système éducatif mauritanien. Donc après, je vous cite la phrase de Dada parce qu'elle est révélatrice de la situation. Il dit qu'il faudra dans les plus brefs délais instaurer l'arabe comme l'unique langue officielle. Il est tout à fait naturel que dans un État indépendant dont l'arabe est la seule langue nationale et officielle, que l'enseignement soit donné en langue arabe. Alors que la réforme présidente, il défendait comme quoi, pour qu'il y ait une paix et une stabilité, il fallait instaurer le bilinguisme arabe-français pour respecter quand même un petit peu les revendications des différentes communautés. Mais là, il revient carrément, il dit que non, il n'y a pas de raison à ce qu'il y ait de langue, parce que la seule langue officielle et nationale, c'est l'arabe. Donc on va mettre en place un programme, un système éducatif qui est exclusivement en arabe. Donc, l'enseignement des langues étrangères était exclusivement réservé au secondaire en fait. Donc du coup, on met l'accent quand même sur cette dichotomie du discours de Ouldada de l'époque. Bon, après, dans les années 73, 75, quelque chose comme ça, en 78, Habib en a déjà parlé, il y a eu un coup d'État, donc le Conseil militaire pour le salut national, qui lui aussi mettra en place sa politique linguistique, qui va se solder par une nouvelle réforme du système éducatif mauritanien. Après, il dit, bon voilà, à partir de 1980, l'arabe est la seule langue officielle du pays. Bon, après, c'est à partir de là qu'on reconnaît les 3 langues nationales, le Wolof, le Soninké et le Pulaar, comme langue nationale pour un petit peu tempérer cette montée du sentiment nationaliste au niveau des différentes communautés de la Mauritanie. Donc, on met en place un enseignement exclusivement en arabe, mais on reconnaît les langues nationales. Mais sauf qu'on se pose la question de savoir quelle est la portée de cette reconnaissance des langues nationales dans la sphère mauritanienne. Bon, sauf qu'après, cette reconnaissance va conduire à la réforme de 1979 qui concerne les frères et consorts qui ont eu la chance
79, la réforme de 79 d'abord, qui fait une petite ouverture aux langues nationales. Bon, après, il y avait des écoles expérimentales un peu partout. Du coup, il y avait des écoles qui enseignaient en Pulaar, en Wolof et en Soninké, donc qui étaient dans une phase expérimentale. Et puis, à l'université de Nouakchott, on a créé l'Institut des langues nationales pour un petit peu promouvoir la diversité culturelle du pays. Et puis, il était prévu qu'il y ait la transcription des caractères de langue nationale en caractère latin. Bon, ça a fait quand même pas mal de débats au niveau de cette transcription. Est-ce qu'il fallait utiliser les caractères arabes pour transcrire les langues nationales ou est-ce qu'il faudrait utiliser les caractères latins? Mais finalement, bon, les tenants du caractère latin ont fini par l'emporter. On a commencé un petit peu à mettre en place des manuels pour accompagner cette nouvelle réforme. Alors, bon, après, dans cette réforme, le français était considéré comme une langue d'ouverture. Donc, il fallait quand même que les sciences ou quelque chose comme ça, comme ils ont l'habitude de le dire, soient enseignées dans une langue plus ou moins universellement reconnue, quoi, pour un petit peu favoriser l'intégration future des étudiants mauritaniens dans la sphère internationale. Donc, c'est à partir de ce moment que les langues nationales ont commencé un petit peu à émerger au niveau du système éducatif mauritanien. Mais bon, après, au bout d'un certain temps, on a dit que ça a été un échec. Bon, sauf comme une fois on a déjà parlé. Alors que c'était quand même un exemple qui allait être suivi partout en Afrique parce que c'était un bel exemple de réussite, d'intégration dans les langues nationales dans le programme éducatif mauritanien. Mais sauf qu'après, on a dit que non, il vaut mieux s'en débarrasser. Donc, on a fermé l'Institut des langues nationales. Les dernières écoles ont fermé un peu plus tard. En 1999, la dernière réforme en fait. Mais juste une petite précision par rapport à l'avant-dernière réforme, la réforme de 1979, euh, elle était un petit peu paradoxale dans la mesure où on avait un programme en français et un programme en arabe et puis l'enseignement des langues nationales. Mais sauf que pour que les Arabes puissent intégrer la filière francophone, il fallait qu'ils aient une autorisation du ministre. Alors que les Noirs pouvaient choisir la filière de leur choix. Parce qu'on disait la filière francisante, la filière arabisante. Donc les enfants noirs pouvaient choisir la filière de leur choix, mais les enfants arabes étaient soumis à autorisation. L'aberration un petit peu de cette disposition, de cette réforme, quoi. Donc après, on, une nouvelle est arrivée à partir de 1999. On a dit, bon voilà, on a remarqué que le programme, le système éducatif mauritanien servait plus à diviser les communautés parce qu'il y avait une évolution parallèle. Dans la mesure où les Arabes sensiblement plus attirés que par l'enseignement de l'arabe choisissaient l'arabe et les Noirs choisissaient le français. Donc, il y avait une évolution parallèle. Les gens se côtoient, mais ne cohabitent pas en réalité. Donc, chacun évolue dans son coin. On a dit, bon, ça ne va pas aller plus loin, donc il faudrait réunifier le système éducatif mauritanien, d'où la réforme de 1999 qui parle de la réunification. Donc, il n'y a plus de filière arabisante, il n'y a plus de filière francisante. Bon, toutes les filières sont confondues. Bon, sauf que c'était un problème de choix. Quelle langue il fallait enseigner en arabe, quelle langue il fallait enseigner en français, quelle place pour les langues nationales. Bon, les langues nationales n'ont pas trouvé de place dans cette nouvelle réforme, même s'il était prévu de rouvrir l'Institut des langues nationales au niveau de l'université. Là, ils ont choisi les matières scientifiques de les enseigner en français. Toutes les matières dites culturelles, bon, philosophie, histoire, géo et tout, sont enseignées en arabe. Sauf que cette réforme fait l'objet de critiques de toutes les communautés en fait. D'un côté, les tenants d'un système éducatif fondé sur l'enseignement de la langue arabe disent que non, il n'y a pas de raison à ce que les matières scientifiques soient enseignées en français si leurs enfants voudraient étudier ces matières en arabe. De l'autre côté, les tenants de l'idéologie noire africaine disent non, il n'y a pas de raison à ce que les matières dites de culture soient enseignées en arabe si nos enfants veulent l'étudier en français.
Du coup, cette réforme fait l'objet de toutes les critiques. C'est dans cette optique qu'il a été mis en place les États généraux de l'éducation, qui, semble-t-il, ont remis le rapport au président de la République. Certainement, dans cette décennie encore, on s'acheminera vers une sixième réforme. Donc, comme je l'avais dit, tous les 10 ans, une nouvelle réforme. Donc, pour conclure, sauf en Mauritanie, on ne peut pas parler de projet éducatif. Le danger, c'est qu'il n'y a pas de projet éducatif clair. C'est en fonction du contexte politique de l'époque, des actes de politique, des choix de politique linguistique que les gouvernements en place ont voulu mettre en place. Ils décrètent une réforme, alors qu'une réforme doit aller au-delà des considérations d'ordre politique, parce que voilà, sauf que les présidents, ils sont pas là pour, ils se disent qu'ils ne sont pas là pour 5 ans, pour 10 ans, donc il faudrait qu'ils développent une politique linguistique qui peut-être arrangerait leur compte. Alors que si le président, il sait qu'il est élu pour 2 mandats, pour 10 ans, quand on met en place un projet de société, c'est sur 20 ans, sur 30 ans, sur 40 ans. Donc d'où l'égoïsme peut-être d'un certain nombre de dirigeants mauritaniens qui n'ont pas su développer des projets éducatifs tenant compte des aspirations des différentes communautés, tout en favorisant l'ouverture des futurs étudiants mauritaniens aux sciences et puis à la culture au niveau international. Donc moi, je propose 3 piliers sur lesquels doivent se fonder le projet éducatif mauritanien. Le premier pilier, à mon sens, c'est le pilier de l'égalité. Il faudrait que tous les Mauritaniens, vous me direz, bon voilà, les dispositions de la loi prévoient que tous les Mauritaniens ont accès à l'éducation. Mais sauf que dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. En Mauritanie, ceux qui ont le plus de problèmes à accéder à l'éducation, ce sont les Haratiens. Donc, quand l'État reconnaît l'égalité d'accès de tous les citoyens mauritaniens à l'éducation, il faudrait qu'il y ait des mesures d'accompagnement pour dire que, bon, voilà, nous avons reconnu telle loi, donc il faudrait qu'il y ait des mesures d'accompagnement. En 2003, ils ont reconnu l'obligation de l'enseignement fondamental pour les enfants de 6 à 16 ans. Mais sauf que cette obligation n'est pas suivie d'effet. Bon, il y a pas un grand nombre d'enfants de la rue qui augmente. Les personnes qui vivent des situations d'esclavage dans certaines contrées du pays n'ont pas accès à l'éducation. Donc, d'où l'importance de mettre l'accent sur l'égalité. Le deuxième pilier, c'est la liberté. On ne peut pas vous... C'est-à-dire on a tendance à croire que le projet éducatif mauritanien, c'est un conditionnement. C'est ça, c'est à prendre ou à laisser en réalité. Donc, il n'y a pas cette liberté de choix. Il dit que, par exemple, les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Sauf que cette liberté n'existe pas en Mauritanie. On reconnaît, bien sûr, l'ouverture des écoles privées, mais sauf que les écoles privées sont obligées de poursuivre le même objectif que les écoles publiques. Dans tous les textes de loi de la Mauritanie qui concernent l'éducation, en général, le premier article est consacré à l'objectif que poursuit le projet éducatif mauritanien. Encore faut-il parler de projet. Il dit que le projet éducatif mauritanien ou l'éducation en Mauritanie doit viser la transmission de la culture mauritanienne inspirée des valeurs de la civilisation islamique. Donc, que ce soit dans le public, que ce soit dans le privé, on est obligé de se circonscrire dans ce cadre-là. Donc, il n'y a pas une liberté de choix qui est donnée aux parents de choisir l'éducation ou d'ouvrir des écoles privées qui mettraient en place des programmes selon ce qu'ils auraient souhaité. Le troisième pilier, c'est le pluralisme. Peut-être là, je vais retomber sur le sujet de Fatou. Le pluralisme, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'école publique mauritanienne soit le reflet d'une partie de la Mauritanie, alors que la Mauritanie est un pays multiculturel. Donc, d'où l'importance de mettre l'accent sur le multiculturalisme. Sauf que le problème, c'est que quand on parle de multiculturalisme, les gens ont une certaine peur ou une certaine méfiance. Alors que, bon, mettre en place une éducation qui favoriserait le dialogue interculturel. Parce que quand on parle d'interculturalité, c'est un terme plus dynamique. Ça suppose qu'il y ait un dialogue entre les différentes cultures pour favoriser la cohésion, une bonne cohabitation entre les différentes composantes du pays. Bon, voilà les ébauches de solutions que je propose pour un projet éducatif mauritanien et je vous remercie.